Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ce 16 septembre. À l'ordre du jour, la situation politique en Guinée. L'organisation exige une transition de 6 mois. La lutte contre la corruption, une des priorités du gouvernement en Côte d'Ivoire. Les autorités ont lancé plusieurs opérations en vue de promouvoir la bonne gouvernance au sein des services publics. Et puis la signature du plan de transition relatif au retrait de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Un plan qui devra ensuite être soumis au Conseil de sécurité de l'ONU. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la Guinée est sanctionnée lors du sommet extraordinaire de la CEDEAO. Les dirigeants ouest-africains étaient réunis ce jeudi 16 septembre, sommet durant lequel plusieurs mesures ont été adoptées. Les chefs d'État se sont notamment prononcés sur la durée de la transition qui ne doit pas dépasser 6 mois. Autre résolution prise, une interdiction de voyage a été imposée aux membres du CNRD ainsi qu'un gel de leurs avoirs financiers. Concernant la suspension de la Guinée de toutes les instances de la CEDEAO, la décision reste en vigueur jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Le juriste et analyste politique guinéen Jean-Paul Cotembe Douno est revenu sur ces différentes mesures. La question guinéenne, le communiqué de la conférence des chefs d'État et de gouvernement appelle 3 commentaires. Le premier tient à l'inconséquence des instances de la CEDEAO sur les manœuvres constitutionnelles des présidents élus qui ne sont pas du tout conformes à l'esprit, on le sait, du droit de la CEDEAO. Le deuxième aspect tient à la mesure de suspension, n'est-ce pas, de l'État guinéen en conséquence de ce que prévoit le droit de la CEDEAO. Et enfin, sur la détermination de la durée, bien sûr, de la transition. D'abord, sur l'inconséquence des instances de la CEDEAO, on sait qu'en réalité, le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance ne se limite pas justement à prohiber tout changement constitutionnel. Il interdit également tout mode non démocratique d'accession et de maintien au pouvoir. Or, les conditions du passage au 3e mandat en Guinée ne sont ni conformes ou n'ont été ni conformes à l'esprit de la transition démocratique amorcée en 1990, ni conformes à l'esprit des textes de la CEDEAO organisant l'exercice et la dévolution démocratique du pouvoir, encore moins, on le sait, conforme au respect des droits et libertés que la CEDEAO a vocation à promouvoir. Dans ces conditions, malheureusement, le peuple de Guinée a attendu justement une réaction ferme de la CEDEAO qui finalement n'est pas advenue. Et donc ça crée une forme de frustration, n'est-ce pas, qui d'une certaine façon porte atteinte justement à la légitimité des actions de la CEDEAO lorsqu'un coup d'État militaire advient ex post. Deuxième aspect, c'est sur la suspension de la Guinée. Évidemment que la suspension adoptée est sur le principe en harmonie avec le droit de la CEDEAO, puisque l'article 45 du protocole du 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance a sorti, n'est-ce pas, de la violation de la prohibition de toute accession anticonstitutionnelle au pouvoir, entre autres de suspension de l'État membre concerné. Donc on sait sur ce point que c'est totalement en harmonie. Pour autant, encore une fois, pendant la période de transition, la CEDEAO a vocation justement à continuer de suivre et d'encourager et de soutenir l'État. Voyez-vous pourquoi finalement on devrait considérer que sur ce point, la durée de la transition devrait faire l'objet d'une détermination peut-être concertée. En conséquence, les instances de la CEDEAO devraient davantage collaborer avec les autorités de la transition en vue de s'entendre justement sur la manière dont ils conçoivent cette transition. Attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit. C'est le slogan utilisé par les autorités ivoiriennes qui ont lancé des opérations anticorruption au sein des services publics. Un travail auquel s'attelle le ministère de la Promotion et de la Bonne Gouvernance, créé en avril, Aïssatou Bari. Opération coup de poing en Côte d'Ivoire. Avec le slogan « Attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit », les autorités ivoiriennes sont déterminées à mettre fin à la corruption dans les services publics. Un fléau persistant dans le pays. La police et la gendarmerie, des secteurs très touchés par la corruption, sont visés par les enquêteurs, notamment pour des pots de vin prélevés aux vendeurs de produits vivriers sur les routes de Côte d'Ivoire. Qu'une collecte de données sur le terrain nous a permis d'avoir une idée des sommes payées par les commerçants. Ainsi, à titre d'exemple, sur l'axe Iré-Abidjan, le commerçant marchand de produits vivriers doit s'acquitter d'une somme totale de 20 000 francs répartie entre les différents barrages pour espérer voir sa marchandise arriver à destination.
À travers l'opération, le gouvernement ivoirien veut surtout promouvoir la bonne gouvernance. Selon le dernier classement de l'ONG Transparency International, publié en avril dernier, la Côte d'Ivoire a amélioré sa performance depuis 2013 et se classe au 104e rang sur 180 pays en matière d'indice de perception de la corruption. C'est une excellente chose, la lutte contre la corruption. La lutte doit aussi concerner l'administration en général. Les opérations passées ressemblaient à des effets d'annonce. On trouve un ou deux faits là, on sanctionne. Bon, c'est souvent d'ailleurs même des questions de gouvernance et non des problèmes de corruption en tant que tels. Sinon, nous avons une société qui vit grâce à la corruption, au nom de la corruption. La corruption a gangréné la Côte d'Ivoire, on ne le dit pas assez, où les gens vivent au-dessus de leur salaire. Tout le monde, toute la société. Ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie. Les gens ont des revenus qu'ils ne peuvent pas déclarer et justifier. Donc il y a un problème sérieux et on trouve ça normal. Plusieurs secteurs de services publics ont déjà été visés par des opérations visant à recueillir des preuves de corruption, notamment dans la santé, l'éducation ou encore la justice. Les résultats de ces investigations ont été transmis aux autorités. Dans une enquête réalisée en 2017 par Afrobaromètre, un Ivoirien sur deux déclarait payer des pots de vin aux agents de police ou de gendarmerie pour éviter des problèmes. Un sur trois payait les agents de l'administration pour se faire délivrer des documents. Le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo se précise. Ce 15 septembre, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé la cérémonie de signature du plan de transition relatif au départ de la mission onusienne. Ce plan, qui compte 18 points, devrait ensuite être présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mo. Le départ progressif de la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, est acté. Signature ce 15 septembre 2021 du plan de transition pour le départ échelonné de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Ce document donne des indicateurs clairs sur le retrait de la mission onusienne. Nous avions plusieurs thématiques, la protection des civils, le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale, ainsi que les réformes institutionnelles. Et donc nous sommes arrivés sur un plan bien précis qui concerne ce retrait. Le retrait progressif est responsable de la MONUSCO, tout un programme pour la RD Congo en proie aux conflits armés. Préalablement au départ de cette mission onusienne installée depuis le 30 novembre 1999, le gouvernement congolais travaille à garantir la sécurité des civils. Un programme de désarmement doit être lancé en vue de la fin de la MONUSCO à l'horizon 2024. Il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait, donc mis en œuvre pour qu'à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo. En ligne avec la stratégie conjointe pour le retrait progressif de la MONUSCO, la mission de paix a cessé ses activités dans la grande région du Kasaï le 30 juin 2021. Cependant, le départ des casques bleus ne signifie pas la fin de la présence onusienne, a rassuré la diplomate Bintou Keïta. Nouvelle avancée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé sur les réseaux sociaux dans la nuit du 15 au 16 septembre la mort d'Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique dans le Grand Sahara. L'homme a été neutralisé au mois d'août par les forces françaises dans le cadre de l'opération Barkhane. Les détails avec Philomentine. Suite à une frappe de la force Barkhane, le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, EIGS, Adnan Abou Walid al-Sahraoui, a été abattu par les forces françaises. Il serait tombé le mois dernier entre la localité malienne de Menaka et la frontière nigérienne lors d'une opération militaire ciblée menée fin août. Les autorités françaises s'en réjouissent. Adnan Abou Walid al-Sahraoui, chef du groupe État islamique au Grand Sahara, a été neutralisé par les forces françaises. Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel.
Cette annonce intervient au moment où la France opère une refonte de ses forces militaires au Sahel. Dans le même temps, les autorités maliennes seraient en passe de signer un accord avec le groupe paramilitaire russe Wagner, une opération que la France juge incompatible avec sa présence militaire. Ce 15 septembre, le président français Emmanuel Macron a menacé d'un retrait. Il s'agit là d'un coup assez important pour l'armée française Barkhane au Mali. L'impact concrètement sur la nébuleuse elle-même, c'est un coup qui peut, dans un premier temps, déstructurer le mouvement. En même temps, il faut tout de même se garder de tout triomphalisme hâtif. Le timing pour ce type d'annonce n'est jamais innocent. Maintenant, est-ce que le contexte préélectoral en France a joué? Est-ce que les manifestations contre la présence militaire française ont joué? Est-ce que c'est lié à l'information qui a été ébruitée par la presse sur une possible négociation, discussion entre les autorités de la transition au Mali et la société de sécurité privée russe, Wagner? Est-ce que c'est l'ensemble de ces éléments qui a conduit le président français à faire cette annonce à ce moment précis? Je pense qu'on peut effectivement faire le lien avec ces trois éléments à la fois. Ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, Adnan Abou Walid al-Sahraoui avait été désigné comme un ennemi prioritaire au Sahel début 2020. C'est en 2015 qu'il a fondé le groupe État islamique au Grand Sahara, une organisation classée terroriste responsable d'attaques meurtrières au Mali, au Niger et au Burkina Faso. En Afrique, la vaccination contre le coronavirus tourne au ralenti. Ce 14 septembre, l'Organisation mondiale de la santé a estimé que l'Afrique, qui ne représente que 2% des plus de 5 milliards de doses de vaccins administrés dans le monde, est laissée pour compte par le reste du monde. L'agence onusienne a également alerté ce jeudi que le continent va manquer de près de 500 millions de doses. Mildred Yamou. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre les inégalités vaccinales. Selon les derniers chiffres de l'institution, l'Afrique ne représente que 2% des plus de 5,7 milliards de doses de vaccins anti-Covid-19 administrés à travers le monde. Pourtant, l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé est de vacciner au moins 40% de la population de chaque pays d'ici la fin 2021 et 70% d'ici 2022. Ce n'est pas parce que les pays africains n'ont pas la capacité ou l'expérience de déployer les vaccins contre la Covid-19. C'est parce qu'ils ont été laissés pour compte par le reste du monde. Plus l'inégalité vaccinale persiste, plus le virus continuera à circuler et à muter, plus les perturbations sociales et économiques persisteront et plus les chances d'apparition des variants qui rendent les vaccins moins efficaces seront grandes. Les données de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que seuls 2 pays africains ont atteint l'objectif de 40%, soit le niveau le plus bas de toutes les régions. À ce jour, plus de 260 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 ont été livrées à 141 pays à travers le mécanisme COVAX initié par l'institution et ses partenaires en 2020. D'après le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, moins de 3,5% d'Africains ont été vaccinés contre le Covid-19, ce qui est loin de l'objectif officiel de 60%. Si on devait résumer les 3 mots qui peuvent résurger dans cette situation, je dirais qu'il y a le mot disparité. Disparité par rapport aux différents pays africains, ceux qui sont habitués à traiter des pandémies et ceux qui ne sont pas habitués, qui ont d'autres maladies, d'autres pandémies telles que le VIH. Ensuite, je parlerai de la peur. La peur par rapport à la désinformation, la peur par rapport à la mésinformation. Les populations n'ont pas toujours le même rapport à la vaccination que dans les pays occidentaux. La COVID-19 est venue montrer l'enjeu de sécurité sanitaire en Afrique et diplomatie sanitaire. Aujourd'hui, la coopération Nord-Sud doit se renforcer à travers cette sécurité vaccinale pour les populations africaines et ensuite à travers la diplomatie sanitaire. Il faut que les populations africaines sachent qu'elles sont traitées de la même manière que les populations occidentales. Alors que de nombreux pays à revenus élevés continuent de contrôler l'approvisionnement mondial en vaccins, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union africaine exhortent les pays à respecter les lignes de programmes vaccinaux et à faciliter le partage des technologies et de la propriété intellectuelle.
Dans le reste de l'actualité, le décès de l'ancien Premier ministre gabonais Casimir Oyemba, l'ancien gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, s'est éteint ce 16 septembre à Paris à l'âge de 79 ans. Chef du gouvernement sous la présidence d'Omar Bongo Ondimba de 1990 à 1994, Casimir Oyemba est décédé d'une forme sévère du coronavirus. Il avait été hospitalisé dans un premier temps à la polyclinique Chambrier de Libreville, puis transféré à l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient. Le président Ali Bongo Ondimba a notamment salué la mémoire, je cite, d'un homme d'État qui aura consacré sa vie à la chose publique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.